Suzanne tremble dans la neige. Paris. Janvier 1789. 4 heures du matin. Ses mains saignent. Pas à cause d'une blessure. À cause du froid. À cause de l'eau glacée. À cause de 20 ans de linge tordu dans le noir avant que le reste de la ville se réveille. Elle marche 20 minutes pour atteindre la fontaine. L'eau a gelé. Elle brise la glace avec un bâton. Ce matin-là, elle sait déjà ce qu'elle va trouver chez le boulanger. Le prix du pain a encore augmenté. Elle gagne 20 sous par jour. Quand il y a du travail. Le pain coûte 14 sous et demi. Il lui reste 6 sous. 6 sous pour le loyer, le bois, la chandelle, ses 2 filles. 6 sous entre elle et la faim absolue. Pendant ce temps, à 25 kilomètres de là, dans un palais chauffé, éclairé par 20 000 bougies, la reine Marie-Antoinette vient de commander sa 300e robe de l'année. Elle coûte 6 000 livres. C'est 30 ans de salaire de Suzanne. En une robe. Voici l'histoire du gouffre le plus obscène de l'histoire de France. Pendant que la France crevait de faim, la cour dépensait sans limite. Il faut d'abord comprendre la distance. Pas les 25 kilomètres entre Paris et Versailles. 1 heure de galop. 2 heures en carrosse. Rien. La vraie distance, c'est celle entre deux mondes qui ne se voient jamais. Le premier monde, Versailles. 10 000 personnes. Des nobles en soie. Des perruques poudrées. Des repas de 50 plats. Des fêtes jusqu'à l'aube. Des dettes contractées pour des robes portées une seule fois. Un monde où l'argent coule comme l'eau, et où personne ne demande d'où il vient. Le deuxième monde, la France réelle. 25 millions de personnes. Des laboureurs. Des tisserands. Des blanchisseuses. Des boulangers. Des artisans. Des gens qui se lèvent avant le soleil et remettent à l'État la moitié, parfois les 3/4, de tout ce qu'ils produisent. En 1788, un ouvrier parisien dépense 88% de son revenu pour acheter du pain. Pas pour vivre. Pour du pain. Il reste 12% pour le reste. Le loyer. Les vêtements. Les enfants malades. 12% pour tout. Ces deux France ne se parlent pas. L'une est protégée par des grilles, des gardes, et la conviction absolue que Dieu a voulu les choses ainsi. L'autre est trop épuisée pour penser à demain. À l'époque, on nous avait dit que c'était l'ordre naturel. La hiérarchie divine. Les souffrances de ce monde compensées dans l'autre. Des générations entières ont cru ça. Jusqu'au moment où elles n'ont plus pu. La cour de Versailles n'est pas juste un endroit. C'est un mécanisme. Construit par Louis XIV. Perfectionné par ses successeurs. Jusqu'à devenir une machine à dépenser qui ne sait plus s'arrêter. Voici comment ça fonctionne. Être à Versailles coûte. Massivement. En permanence. Les appartements. Les habits. Les équipages. Les domestiques. Les jeux. Les paris. Un duc absent perd les faveurs royales. Un duc présent se ruine pour paraître. Piège à deux mâchoires. Et tout le monde dedans sourit. Les pensions, charges et gratifications versées chaque année par l'État royal à la noblesse de cour. Entre 45 et 50 millions de livres. Dans un État dont les dépenses dépassent les recettes de 100 millions par an. La cour se paye avec l'argent que l'État n'a pas. L'État emprunte. Et rembourse les intérêts avec de nouveaux impôts. Sur les paysans. Sur les artisans. Sur Suzanne. Sur ses 6 sous. La boucle est parfaite. Et mortelle. Versailles. Les années 1780. Les bougies seules coûtent 2 millions de livres par an. Pour éclairer les corridors. Les appartements. Les escaliers. De la cire. 2 millions de livres. L'année même où des familles de bosses mangent de la bouillie d'avoine pour survivre à l'hiver. La cuisine royale emploie 500 personnes. 500. Cuisiniers, rôtisseurs, pâtissiers, sommeliers, porteurs, laveurs. Pour préparer des repas que Louis XVI mange seul. En quelques minutes. Avant de repartir chasser. Le budget total de la maison du roi. 35 millions de livres par an. Dans un état techniquement en faillite. 35 millions. C'est le salaire annuel de 170 000 ouvriers qualifiés. 170 000. Mais personne dans les rues de Paris ne connaît ces chiffres. Ils ne sont pas publics. Pendant des décennies, la France paie une note qu'elle n'a pas le droit de lire. Elle signe un chèque en blanc. Et l'État encaisse. Mais il y a quelqu'un dont le nom va tout changer. Quelqu'un qui va donner un visage à tout ce gaspillage. Une femme de 18 ans. Venue d'Autriche. Belle comme une peinture. Et absolument inconsciente de ce qui l'attend. Elle a 14 ans. Elle traverse la frontière entre l'Autriche et la France dans une cérémonie planifiée depuis des mois. Les protocoles exigent qu'elle retire tout ce qui est autrichien sur elle. Ses robes.
ses bijoux, ses servantes, même son petit chien. Tout rendu. Tout effacé. Elle passe seule dans une tente sur une île du Rhin entre les deux pays. Elle ressort française. Elle a 14 ans. Elle deviendra reine à 18. Et elle n'a pas la moindre idée de ce que gouverner la France signifie. Pas par stupidité. Par formation. Une éducation de cour autrichienne lui a appris une seule chose. Les rois et les reines sont d'une autre nature. Les règles pour les autres ne s'appliquent pas à eux. La générosité royale se mesure à la grandeur de la dépense. Et elle dépense. Sa modiste s'appelle Rose Bertin. On la surnomme déjà à Paris la ministre des Modes. C'est une femme d'affaires brillante, créative, implacable, et elle a trouvé la cliente parfaite. Marie-Antoinette commande en moyenne 300 robes neuves par an. 300. Une robe différente presque chaque jour. Certaines portées une seule fois. D'autres jamais. Entre 2000 et 10 000 livres chacune. Son budget officiel vêtements. 150 000 livres par an. Elle le dépasse régulièrement. Certaines années, 200 000 livres. En robe. Dans une période où un artisan qualifié gagne entre 3 et 400 livres par an. 200 000 contre 300. C'est arithmétiquement obscène. Il n'y a pas d'autre mot. Mais les robes ne sont que la surface. Versailles. Tard le soir. Les appartements de la reine. Chandelles partout. L'odeur de cire chaude et de poudre à perruque. Des rires. Des exclamations. Le bruit des cartes posées sur le tapis vert. Marie-Antoinette joue. Presque chaque soir. Le pharaon. Le lansquenet. Les jeux à enjeux élevés qui réunissent les plus grands noms de la noblesse française. Elle joue toute la nuit parfois. Elle perd. Elle gagne parfois. Mais l'effet net, toujours catastrophique. À l'époque, on nous disait que ces jeux étaient des affaires privées. Des divertissements innocents. Des traditions de cour. Privées. En 1776, une seule nuit de jeu coûte à Marie-Antoinette l'équivalent de 500 000 livres. Une nuit. Certains historiens discutent ce chiffre exact, mais tous s'accordent. Ces pertes totales au jeu sur la décennie 1770 représentent plusieurs millions de livres. De l'argent emprunté. De l'argent que l'État devra absorber. L'argent de Suzanne. De Gilles. De millions d'inconnus qui ne joueront jamais aux cartes avec la reine. La noblesse autour d'elle joue aussi. Parce que Versailles est ennuyeux. Quand on a tout, on cherche le frisson. Les dettes de jeu s'arrangent entre soi. Et personne ne dit non à la reine. Personne ne lui dit jamais non. Louis XVI offre à Marie-Antoinette le petit Trianon. Un espace à elle. Loin du protocole étouffant. Elle le transforme entièrement. Les jardins de Louis XV géométriques, majestueux, rasés. À la place, un jardin anglais romantique. Des ruisseaux artificiels. Un temple de l'amour en marbre blanc. Et le clou, le hameau de la reine. Une ferme reconstituée. Des maisons de paysans en trompe-l'œil. Des vaches soigneusement lavées et parfumées. Des moutons avec des rubans roses. Un décor. Une mise en scène. Une paysannerie de papier mâché où la reine joue à être simple. Pendant que de vraies paysannes à 3 heures de route vivent dans de vraies fermes qui tombent en ruine. Le coût total des travaux du Petit Trianon et du hameau entre 1774 et 1787. Environ 2 millions de livres. 2 millions pour construire une fausse ferme. L'ironie est si violente qu'elle en devient presque insupportable à regarder. Et le peuple commence à regarder. Les pamphlets circulent. Les caricatures aussi. Le surnom se répand dans Paris. Madame Déficit. Mais le peuple ne sait pas encore tout. Pas encore. Marie-Antoinette est le visage visible. Mais elle n'est pas seule. Derrière elle, autour d'elle, toute une cour qui dépense avec la même désinvolture. Et infiniment moins de talent pour s'en excuser. Le comte d'Artois. Frère cadet du roi. Futur Charles X. Beau. Arrogant. Incapable de s'ennuyer sans créer des dettes. Imaginez-le un soir à Versailles. Habit brodé d'or. Tabatière en diamant. Jouant aux cartes jusqu'à l'aube avec des ducs aussi riches et aussi irresponsables que lui. Perdant. Signant des billets à ordre. Souriant. Ses dettes totales de jeu et de luxe au début des années 1780. Plus de 30 millions de livres. Louis XVI les fait absorber par le Trésor royal. L'État paye. L'État qui ne peut déjà plus payer ses propres dettes. L'État qui emprunte pour rembourser des emprunts. Pour solder les nuits de cartes d'un prince qui ne gouverne rien, ne produit rien, et recommencera dès que la note sera effacée. C'est la mécanique profonde du système. L'irresponsabilité est récompensée. La prodigalité est protégée. Et la facture descend. Toujours. Vers ceux qui ne peuvent pas refuser de la payer.
Un collier de diamants. 160 diamants. 2800 carats. Le plus extravagant jamais assemblé en France. Commandé pour Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV. Jamais vendu à sa mort. Les bijoutiers cherchent un acheteur. Ils le proposent à Marie-Antoinette. Elle refuse. Même pour elle, le prix est trop élevé. C'est là qu'entre en scène une femme qui s'appelle Jeanne de la Motte-Valois. Escroc de génie. Elle convainc le cardinal de Rohan cupide, vaniteux, naïf, que la reine veut ce collier secrètement. Sans passer par le roi. Elle forge des lettres. Elle organise la nuit une rencontre dans les jardins de Versailles avec une prostituée déguisée en Marie-Antoinette. Le cardinal croit tout. Il achète le collier à crédit au nom de la reine. Les bijoutiers attendent leur paiement. Le paiement ne vient pas. L'affaire éclate. Marie-Antoinette est innocente. Elle n'a rien commandé, rien signé, rien reçu. Mais quand Paris apprend qu'un collier de 2 millions de livres a été acheté en son nom, personne ne croit à l'innocence. Les pamphlets l'appellent Madame Déficit. Les caricatures la montrent dévorant l'or de France. L'affaire du collier ne révèle pas une coupable, elle révèle une opinion publique qui a déjà condamné. Qui attendait juste un prétexte. Des années plus tard, les conséquences sont apparues clairement. Cette affaire ne ruine pas la reine financièrement. Elle la détruit dans l'esprit du peuple. Et une reine détruite dans l'esprit du peuple, c'est une monarchie détruite dans l'esprit du peuple. Pendant que le cardinal est jugé à Paris, pendant que les pamphlets s'impriment la nuit dans des caves, pendant que la cour danse, la France réelle reçoit un coup qui va tout précipiter. Juillet 1788. Une grêle d'une violence exceptionnelle. Elle ravage les récoltes du Nord en quelques heures. Les blés, à quelques semaines de la moisson, écrasés au sol. Puis la sécheresse finit ce que la grêle n'a pas détruit. L'automne sera maigre. L'hiver sera brutal. En décembre, Paris descend à moins 18 degrés. La Seine gèle. Les moulins s'arrêtent. Les fours ralentissent. Le prix du pain, déjà trop haut, explose. Pour Suzanne, chaque matin est pire que le précédent. Elle lave. Elle tord. Elle essore. Ses mains saignent sur le tissu gelé. Elle rentre le soir avec ses 20 sous les bons jours. 15 les mauvais. Elle achète le pain bis, le moins cher, le plus dur, celui que les boulangers font avec les farines du bas. Elle le coupe en petits morceaux. Elle le fait durer. Sa fille est née à 12 ans. La petite en a 7. Le loyer est en retard de 2 mois. Imaginez aujourd'hui gagner 20 € par jour. Et devoir en dépenser 14 pour un seul pain. Il vous reste 6 € pour tout le reste, le loyer, les habits, le chauffage, soigner un enfant malade. 6 €. Ce n'est pas si loin de ce que vivent encore des millions de personnes dans le monde aujourd'hui. En 1789, c'était la réalité quotidienne de plusieurs millions de Français. Et personne à Versailles ne voulait le voir. Suzanne ne dort plus vraiment. Elle calcule. Elle recalcule. Elle cherche l'endroit dans ses comptes où quelque chose peut tenir de plus. Il n'y en a pas. Paris au moins fait du bruit. Les troubles y éclatent. On les entend. Mais la vraie France de la faim, elle est silencieuse. Elle est dans les provinces. Un tisserand s'appelle Gilles. Il vit à Rennes. 45 ans. Il tisse de la toile depuis l'âge de 13 ans. Ses mains connaissent chaque fil. Chaque texture. Chaque grain de tissu. Il avait 3 compagnons dans son atelier. Depuis 1 an, les commandes ont chuté de moitié. Les marchands n'achètent plus. Leurs propres clients n'ont plus d'argent. Il a renvoyé 2 compagnons. Le 3e travaille à moitié prix. Gilles rentre chez lui le soir et s'assoit à la table. Il ne dit rien. Sa femme ne demande pas. Elle sait déjà. Dans les campagnes normandes, des familles mangent de la soupe d'ortie depuis novembre. Dans les bourgs du Poitou, des artisans ont fermé leurs ateliers. Dans les villages de Bretagne, les curés écrivent des lettres désespérées à leur évêque. Les paroissiens n'ont plus de quoi subsister. Les cahiers de doléances rédigés en 1789 pour les états généraux viennent de milliers de communautés différentes à travers toute la France. Des villages de montagne au port breton, des plaines de Beauce aux quartiers artisanaux de Lyon. Rédigés indépendamment. Sans concertation. Et pourtant ils disent tous exactement la même chose. La taille trop lourde. La gabelle injuste. Les droits féodaux écrasantes. Le prix du pain insupportable. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une nation entière qui parle d'une seule voix, pour la première fois. Gilles participe à la rédaction du cahier de sa paroisse. Il n'a jamais rien signé d'officiel de sa vie. Le curé dicte. Gilles tient la plume. Et à la fin, Gilles ajoute une phrase lui-même. Il écrit. Les pauvres gens ne peuvent plus vivre. La chose est devenue impossible.
Il ne sait pas encore qu'il rédige un des documents les plus importants de l'histoire de France. Voici ce que les historiens ont établi. Ce que personne ne met côte à côte assez crûment. L'année de la récolte catastrophique. Les dépenses de la maison du roi. 6% du budget national. 6%. Et les intérêts de la dette. 25 à 30% du même budget. Cette dette, contractée pour financer des guerres de prestige. Y compris la guerre d'indépendance américaine, à laquelle Louis XVI a participé pour affaiblir l'Angleterre. Coût, 2 milliards de livres. Suzanne qui calcule ses sous dans le noir. Gilles assis à sa table sans rien dire. Les enfants de Beauce à la soupe d'avoine. Ils ne savent pas qu'une partie de leur misère finance les intérêts d'un emprunt contracté pour soutenir George Washington à des milliers de kilomètres de là. La Révolution américaine a coûté à la France plus qu'elle ne pouvait se permettre. Et ce sont les plus pauvres qui ont payé la facture de la gloire géopolitique d'un roi qu'ils ne verraient jamais. Il y a eu des hommes qui ont voulu changer ça. Jacques Necker, banquier genevois, directeur général des finances sous Louis XVI. En 1781, il fait quelque chose de révolutionnaire. Il publie le compte-rendu au roi. Un document qui rend public les finances de l'État pour la première fois de l'histoire française. 100 000 exemplaires vendus en quelques semaines. Les Français découvrent pour la première fois les dépenses de leur État. Ce qu'ils y voient les scandalise. Les pensions à la noblesse dans le compte-rendu de Necker. 28 millions de livres par an. Pour des gens qui ne travaillent pas. Dans un État qui ne peut pas payer ses dettes. Necker est renvoyé peu après. La Cour ne lui pardonne pas d'avoir dit la vérité. La vérité, c'était le seul crime qu'on ne pouvait vraiment pas commettre à Versailles. Avant Necker, il y avait eu Turgot. Ministre réformateur dès 1774. Il voulait supprimer les corvées. Abolir les corporations. Libéraliser le commerce du grain. Des réformes qui auraient allégé la vie de millions de Français. La noblesse se dresse contre lui. Le clergé aussi. Louis XVI hésite. Hésite encore. Puis renvoie Turgot en 1776. En lui serrant la main pour le congédier, Louis XVI lui dit « Vous et moi, monsieur Turgot, nous sommes les deux seuls à aimer vraiment le peuple. » Les paroles sont belles. Les actes suivent la noblesse. Le coup n'était pas immédiat, mais il a été durable. Chaque réformateur renvoyé. Chaque réforme avortée. Chaque vérité tue dans l'œuf. La France avançait d'un pas de plus vers le bord. Le 14 juillet 1789 n'est pas un accident. Ce n'est pas la folie d'un jour. Pas la colère aveugle d'une foule irrationnelle. C'est le résultat calculable, presque arithmétique, de décennies d'un système où tout ce qui montait restait en haut. Et tout ce qui descendait s'écrasait en bas. Suzanne est dans son faubourg ce matin-là. Pas à la Bastille. Dans les rues autour. Le faubourg Saint-Antoine, le quartier des artisans en colère, des ouvriers sans travail, des femmes qui n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Elle entend les cloches. Elle entend les cris. Elle voit des hommes courir avec des pics. Elle s'arrête sur le seuil de sa porte. Ses deux filles sont derrière elle. Elle ne sait pas encore ce qui va changer. Mais elle sait que quelque chose vient de basculer. Dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas nommé depuis des années. Quelque chose ressemblant à de l'espoir. La Bastille libère 7 prisonniers ce jour-là. 4 faussaires, 2 hommes internés pour troubles mentaux, et un noble emprisonné sur lettre de cachet de sa propre famille. Pas de héros politiques. Pas de révolutionnaires enchaînés. La foule n'était pas venue pour eux. Elle était venue détruire le symbole. Ce que représentait cette tour, le pouvoir arbitraire, l'impunité absolue, le silence imposé à ceux qui osent parler. 7 prisonniers. Des millions de raisons. Dans les semaines qui suivent, la noblesse fuit. Le comte d'Artois part le 17 juillet, 3 jours après la Bastille. Il emporte sa fortune fictive. Il ne reviendra en France que 23 ans plus tard. À Versailles, Marie-Antoinette brûle ses papiers. Ses lettres. Ses comptes peut-être. Elle sait ce qui vient. Juin 1791. Louis XVI tente de fuir avec sa famille. Il est reconnu à Varennes par un maître de poste qui reconnaît son profil sur un billet de banque. Ramené à Paris. Emprisonné. Janvier 1793. Guillotiné. Octobre 1793. Marie-Antoinette comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Parmi les charges, avoir épuisé le trésor de la France. Ses avocats contestent les chiffres. Le tribunal révolutionnaire n'était pas un tribunal d'historiens. Les accusations mêlaient vraies, exagérées et fabriquées. Mais voici ce qui est incontestable. En 15 ans de règne, ses dépenses personnelles se comptent en dizaines de millions de livres. Dans un État qui empruntait pour survivre.
Ce n'est pas ce qui a causé la révolution, mais c'est ce qui l'a rendue inévitable dans l'esprit du peuple. Et parfois, l'esprit du peuple, c'est l'histoire. La révolution coupe des têtes. Elle abolit les privilèges. Elle déclare les droits de l'homme. Elle invente la citoyenneté. Mais elle ne règle pas la dette. La France révolutionnaire hérite de plus d'1 milliard de livres de dettes. Elle confisque les biens du clergé pour les vendre. Elle émet des assignats, une monnaie papier gagée sur ses biens. Les assignats se déprécient. L'inflation s'emballe. Les prix remontent. Suzanne, en 1793, paie son pain plus cher qu'en 1789. La Révolution lui a donné des droits sur le papier. Dans son faubourg, le pain coûte toujours trop cher. En 1795, sous la Convention thermidorienne, des émeutes éclatent à Paris pour réclamer du pain. Dans une ville révolutionnaire, gouvernée par les représentants du peuple. 4 ans après la chute de la monarchie. Même crise. Même misère. Nouveau responsable. La mécanique du pouvoir avait changé de main. Mais la mécanique de la faim, elle, n'avait pas bougé. Gilles ferme définitivement son atelier en 1794. L'économie de guerre révolutionnaire, les assignats dévalués, les réquisitions, il n'a plus rien à vendre à des clients qui n'ont plus rien à payer. Il devient journalier. À 49 ans, il ne s'en remettra pas. Des années plus tard, les conséquences sont apparues clairement. La révolution a changé la forme du pouvoir. Elle n'a pas changé immédiatement la condition des plus pauvres. Il faudra des décennies, des siècles, diront certains, pour que les promesses de 1789 rejoignent la réalité des faubourgs. Les chiffres d'abord. Net. Sans commentaire. Entre 1774 et 1789, la dette publique française passe d'environ 1,8 milliard à plus de 3 milliards de livres. Presque doublé en 15 ans. Les dépenses de la maison du roi, jamais sérieusement réduites. Les pensions à la noblesse, jamais supprimées. Les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé, qui ensemble possèdent plus de 40% des terres du royaume et paient quasi rien, jamais abolis avant qu'il soit trop tard. Et pendant tout ce temps, Suzanne, Gilles, les paysans de Beauce, les tisserands de Normandie, les blanchisseuses de Lyon, ils payaient, chaque année davantage, pour un système qui prenait tout et ne leur donnait rien. Ni protection, ni soins, ni justice, ni espoir. Les historiens économistes ont calculé que si la France avait simplement appliqué une fiscalité uniforme, sans exemption pour la noblesse et le clergé, les recettes de l'État auraient augmenté de 40 à 50% sans augmenter d'un sou la charge des plus pauvres. La faillite de l'État français n'était pas une fatalité. Elle était le résultat d'un choix politique délibéré, protéger les privilèges des uns en faisant porter le poids sur les autres. Un choix. Répété. Chaque année. Pendant des décennies. On doit dire ça clairement. Marie-Antoinette n'a pas ruiné la France. Ses dépenses personnelles, scandaleuses, indéfendables, représentaient une fraction du budget national. Même si on les supprimait entièrement, la crise restait entière. Le vrai problème, un système fiscal qui exemptait les plus riches depuis des siècles. Un État qui empruntait pour financer des guerres de prestige. Une noblesse qui réclamait des pensions sur un trésor vide. Des réformateurs renvoyés à chaque tentative de changement. Ce n'était pas Marie-Antoinette. Mais elle en est devenue le visage. Et ce visage de légèreté absolue, d'indifférence souriante pendant que les autres meurent, c'est le visage qui a rendu le reste inacceptable. Pas le gouffre financier. L'indifférence. Le fait de savoir, et de continuer quand même. On connaît Marie-Antoinette. Son portrait par Vigée Lebrun. Sa robe blanche au procès. Son coup sur le billot. On connaît moins Suzanne. On ne la connaît presque pas. Et pourtant, ce sont les Suzannes qui, en octobre 1789, se lèvent à l'aube, prennent des piques et des faux, et marchent jusqu'à Versailles pour ramener le roi à Paris. Les journées d'octobre. Des milliers de femmes, trempées de pluie, épuisées, affamées, qui marchent 25 kilomètres dans la boue pour exiger du pain. Pas de portraits dans les musées. Pas de lettres dans les archives. Pas de biographie. Mais elles ont eu faim. Et leur faim a changé le monde. On nous avait dit que la grandeur d'une nation se mesurait à la splendeur de ses palais. Que la richesse du sommet ruisselait naturellement vers le bas. Elle ne ruisselait pas. Elle s'évaporait. En robes. En bougies. En dettes de jeu. En pension à des princes inutiles. Suzanne survivra à la Révolution. Elle vieillira dans son faubourg. Elle verra l'Empire. Elle mourra probablement avant la Restauration, dans 2 pièces, avec ses 2 filles devenues femmes.
Elle n'aura jamais vu Versailles de sa vie. Jamais porté de soie. Jamais mangé à une table avec des chandeliers. Mais elle aura vécu assez longtemps pour voir les mots liberté et égalité sur les murs de sa rue. Pour entendre le boulanger du coin s'appeler citoyen. Pour voir les grilles de Versailles ouvertes, le roi parti. Est-ce que ça suffisait? Est-ce que ça valait ce que ça avait coûté? Elle aurait peut-être haussé les épaules. Elle avait d'autres choses à faire que philosopher. Le linge n'allait pas se laver tout seul. Aujourd'hui, Versailles reçoit 8 millions de visiteurs par an. Ils photographient la galerie des glaces. Ils achètent des reproductions des robes de Marie-Antoinette dans la boutique du musée. Et peut-être que c'est ça, la distance la plus vertigineuse, pas celle entre Versailles et le faubourg Saint-Antoine, mais celle entre ce que nous savons de cette histoire et ce que nous continuons à reproduire. Nous connaissons les mécanismes. Nous savons comment la richesse se concentre. Comment les réformateurs sont neutralisés. Comment le spectacle du luxe anesthésie la conscience de ceux qui en bénéficient. Nous savons tout ça. Et nous regardons quand même. Le coup n'était pas immédiat. Mais il a été durable. Il dure encore. Dans la méfiance française envers l'État. Dans cette conviction transmise de génération en génération. Le système est fait pour les autres. Pour ceux qui sont déjà en haut. Derrière les grilles. Suzanne le savait avant tout le monde. Elle l'avait calculé en sous. Chaque matin. À la fontaine gelée.